Bonjour, nous sommes le 8 octobre, il est 17h30. Il fait étonnamment bon, presque chaud, on ne sait plus trop comment s'habiller, mais bon, on ne se plaint pas. Il n'y a pas trop de vent pour vous, pour le son, c'est bien. Alors, je suis en compagnie de deux holoptiques. Bon, là, il y a un dénommé Goliath, le petit flibustier. Et puis alors, il y a Oxo, je ne sais pas où il est. Il a disparu tout l'après-midi. Et alors, ça, c'est le palou. Voilà. Voilà le palou qui vous fait une forme de roulé-boulé pour votre accueil. Vous voyez ? Oui, le palou, il sait recevoir. Regardez ça. Hein ? Oui, c'est le palou. Bon, voilà. Donc, alors, écoutez, capsule un peu imprévue, un peu improvisée, mais j'aime bien, parce que c'est toujours un petit peu des, je ne veux pas dire des coups de sang, mais il y a un peu de ça. Écoutez, je reçois trop de questions idiotes concernant la prégnénolone. J'en ai ras-le-bol. Alors, cette pauvre prégnénolone, à ne pas confondre avec la prénisolone, merci, contrairement à ce que beaucoup de professionnels, médecins, pharmaciens, parfois rhumatologues, c'est grave, hein. C'est vraiment grave. Enfin bon, rhumatologue, c'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Mais par contre, les pharmaciens, je crois que ça s'améliore, hein. Ça commence à être un peu plus connu, donc il y a moins de méprise. Prégnénolone, prénisolone, ça n'a strictement rien à voir, hein, cette histoire de prénisolone, hein. La prénisolone est un puissant anti-inflammatoire, stéroïdien, un corticostéroïde artificiel, synthétique, qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Je prescris jamais ça. Ça a des indications, je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui parce que c'est une perte de temps, c'est pas ce que nous faisons du tout. Et ça intervient, comme je vous disais, comme anti-inflammatoire très puissant dans des pathologies sévères, typiquement auto-immunes, hein, pour lesquelles on cherche une forme d'anti-inflammation et aussi de suppression du système immunitaire. Donc ça n'a rien à voir avec la prégnénolone. Et cette prégnénolone, je ne sais pas, elle est mal aimée, elle est ignorée, elle est même ignorée par les médecins anti-âge, mais gravement, hein, gravement. Elle est ignorée par les hormonologues, comme je les appelle, enfin c'est peut-être la même chose que ce que je viens de mentionner juste avant. Jusqu'il y a peu, j'espère que je suis un peu en train de faire bouger les lignes, mais jusqu'il y a peu, on n'a dosé pas, c'est pas intéressant, on n'en a rien à foutre, hein. Appelons un chat, on n'en a rien à foutre de cette prégnénolone. Et pourtant, donc je suis bien obligé de faire un peu votre éducation là-dessus, parce que je reçois des tas de questions, mais alors idiotes de chez idiotes. Bon, mais enfin, c'est pas toujours votre faute. Votre faute. C'est l'accent liégeois, ça. Votre faute. C'est pas toujours votre faute parce que, bon, d'abord, on vous gère ça assez mal, hein. Alors, la première grosse erreur qu'on fait avec la prégnénolone, c'est de voir ça comme tout autre molécule, voire nutriment, entre guillemets. C'est comparé à ce qui se passe avec plein d'autres paramètres que vous testez dans le sang, ou qu'on vous teste dans le sang, et quand vous en prenez, vous vous attendez à ce que le taux remonte. Ce qui est vrai en général, ça va être le cas avec le fer, ça va être le cas avec le sélénium. Enfin, le fer, n'oubliez pas qu'il faut bien réfléchir sur la manière d'évaluer votre statut en fer, qui est évidemment bien plus que de doser le fer en tant que tel. Mais ça va pas du tout évoluer comme tous ces nutriments-là. C'est pas parce que vous prenez de la prégnénolone que le taux va remonter. Il y a une explication, en tout cas pas tout de suite. Il faut être patient et il faut voir les choses sous un angle dynamique.
Et là, cet angle dynamique, ça manque totalement. C'est vraiment... pourquoi est-ce que je ne regarde pas dans la caméra, moi? Elle est où, la caméra, d'abord? Elle est là. Oui, je regarde toujours du mauvais côté. Donc, il faudra quand même un jour que j'apprenne à tourner une vidéo, non, vous ne croyez pas? Bon, bref. Restons sereins. Et donc, cette pregnénolone, en fait, c'est le point de départ. C'est un cholestérol légèrement modifié, auquel on a enlevé un petit morceau. Donc, c'est quelque chose de très très proche d'une molécule qu'on trouve dans nos aliments et avec laquelle, en soi, nous faisons surtout d'autres molécules. Alors, évidemment, la pregnénolone a un rôle en tant que tel. Notamment, c'est certainement la molécule la plus reconnue, la plus célébrée pour améliorer la mémoire, pour autant qu'on la prenne le matin, pas le soir. Okay. C'est un neurostéroïde extrêmement important. C'est encore tout un domaine qu'il va s'agir de développer au niveau de la recherche. Mais bon, il y a déjà évidemment beaucoup de choses qui sont publiées là-dessus. Vous pouvez aller voir sur PubMed. Mais on n'a probablement pas exploité tout le potentiel de la pregnénolone au niveau du cerveau. Et il y a tout un univers là-bas à découvrir. Ce qu'on n'a pas encore découvert, qu'on ne découvrira à ce stade-ci probablement jamais, parce que si on n'a pas encore découvert, ça commence à bien faire. Nous sommes quand même en 2023. C'est visiblement la nécessité de considérer la pregnénolone comme une pro-hormone, vu qu'on n'a pas identifié de récepteur. Pas de récepteur pro-hormone. Hormone, récepteur, toujours. Okay. Alors, évidemment, c'est bien pratique, et ça je vous l'ai répété 1000 fois, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus aujourd'hui, c'est bien pratique parce que s'il n'y a pas de récepteur, on peut supplémenter sans générer un effet de rétrofeedback négatif. Il n'y a pas de boucle de rétrofeedback vu que le corps ne perçoit pas qu'on est en train d'en prendre. Donc ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on passe sous le radar et ça permet d'obtenir les résultats positifs de la supplémentation sans aucun résultat négatif, ce qui est tout à fait différent de ce qui se passe avec les hormones thyroïdiennes, où là, il y a des récepteurs, il y a un feedback négatif, et donc il y a toute une logique à mettre en place pour tenir compte de ce que vous donnez comme hormone thyroïdienne empêche par ailleurs ou modifie ou réduit les sécrétions endogènes. C'est quand même compliqué en soi, ça. Rien de tel avec la pregnénolone. C'est le cas aussi pour la DHEA, qui est une autre pro-hormone, mais dont nous ne parlons pas aujourd'hui. Okay, on va parler, enfin, j'en parlerai brièvement pour comparer les dosages avec ceux de la pregnénolone. Je ne sais pas pourquoi tous mes chats vont toujours faire leurs besoins chez le voisin d'en face. C'est un peu gênant, mais bon, moi je ne leur ai pas demandé ça. Hein. Ils font ça par eux-mêmes. Bon, et donc, c'est le petit voisin russe-italien qui parle toutes les langues. Et qui est bien Goliath, et mes chats. Et voilà le Palou qui suit, oui. Après avoir été un peu enquiquiné le voisin. Il se joint à toutes les promenades, hein, le Palou. Oxo aussi, mais bon, il est dans les bois, donc là, il a loupé cette promenade. Et donc, revenons à notre pregnénolone, qui n'a pas de récepteur, n'est donc pas perçu en tant que tel, et c'est évidemment une bénédiction pour pouvoir l'utiliser à son aise, sans perturber tout l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Okay, parce que tout ça est en circuit et les feedbacks négatifs remontent partout. Ils remontent de la glande terminale, les surrénales en l'occurrence,
à l'hypophyse, mais aussi à l'hypothalamus, des surrénales directement à l'hypothalamus et de l'hypophyse à l'hypothalamus. Tout est en circuit. Et si vous donnez, par exemple, du cortisol, qui est une hormone finale, pour laquelle il y a des récepteurs, le corps comprend très bien qu'il y a une supplémentation. Tous les circuits en amont, que je viens de vous décrire, sont inhibés. Et donc, on n'avance pas. C'est le grand avantage de la prénénolone de pouvoir faire travailler les surrénales et enclencher les productions hormonales qui découlent de la prénénolone. Et on les voit, si vous testez tout après 4 mois, vous donnez de la prénénolone, vous allez voir assez typiquement la DHEA remonter pas énormément, ça c'est même un peu décevant parce que c'est un précurseur direct, mais on a affaire à des prohormones qui sont synthétisés dans des compartiments différents au niveau des cellules surrénaliennes, donc c'est pas impressionnant, mais il y a quand même une aide, bien entendu, sur laquelle je compte dans bien des cas, mais elle n'est pas spectaculaire. Où c'est spectaculaire, c'est la remontée de la progestérone sous pregnénolone, chez la femme et chez l'homme. Et ça, c'est vraiment quasiment une garantie. Bon, il faut toujours aller tester, parce que ce sont des garanties, on est en biologie, c'est relatif. C'est pas une garantie biologique, c'est-à-dire un haut pourcentage de réussite, mais dans quelle mesure est-ce que ça se convertira, ça reste quand même à identifier par un test ultérieur. Mais enfin, c'est quand même l'immense majorité des cas qui en bénéficient. Donc ça, c'est la deuxième voie. Première voie, c'est la DHEA qui elle-même va favoriser une remontée de la testostérone chez la femme et chez l'homme. Progestérone chez la femme et chez l'homme, qui peut en manquer aussi, bien entendu. C'est une hormone sexuelle dans les deux sexes, qui est une hormone de la sérénité, donc qui est bien intéressante. Et troisième voie, qui est évidemment la principale, c'est la prénénolone qui est convertie en cortisol. Et ce cortisol, je regarde, j'entends une moto, et le palou n'est pas loin. Et ce cortisol, évidemment, qui est l'hormone de stress, mais qui est aussi le glucocorticoïde fondamental du corps humain. Ah tiens, voilà un autre chat. Je ne connais pas celui-là. Bon, il a l'air bien calme. Donc cette transformation de la prénénolone en cortisol est absolument fondamentale. Et quand vous voyez des gens très stressés, vous voyez vraiment cette prénénolone se convertir en cortisol. Alors le cortisol, je vous rappelle, la meilleure façon de le tester, ce sont les 17 hydroxystéroïdes urinaires, c'est-à-dire l'ensemble des métabolites sur urine de 24 heures. Comme ça, on évite l'immense problème du rythme circadien du cortisol qui est très très marqué. Oula, ouf, Goliath qui... Évidemment, c'est encore chez les voisins. Je vais ramasser ça après. Et donc, ces 17 hydroxystéroïdes sur urine de 24 heures demandent évidemment cette récolte d'urine de 24 heures, mais il n'y a aucun autre test qui est aussi valable. Tous ces trucs de cortisol urinaire, c'est catastrophique parce que le cortisol, normalement, ne se retrouve pas dans l'urine. Ce qu'on retrouve dans l'urine, ce sont les métabolites du cortisol qui sont passés par les 2 phases de la détoxification hépatique. Le cortisol urinaire, c'est un ratage. C'est ce qui n'a pas réussi à être détoxiqué. Et donc, c'est une fraction totalement non fiable
du cortisol urinaire. Le cortisol urinaire, il est surtout sous forme des métabolites. Donc moi, je suis contre la mesure du cortisol urinaire sur un échantillon isolé d'urine et contre le cortisol sur urine de 24 heures. Ça ne sert à rien, ce n'est absolument pas fiable. Vous oubliez ça tout de suite. Alors tous les labos ne font pas les 17 hydroxystéroïdes sur urine de 24 heures, je sais, mais il y en a qui le font. Et donc ça, ce sont les labos que vous devez rechercher. Et voilà, c'est l'analyse qui permet d'en savoir plus. Éventuellement, les dosages étagés qui couvrent le nictémère au niveau de la salive. Mais j'ai déjà parlé de ça. Bon, j'ai quand même quelques petites réserves sur les tests salivaires qui parfois ne sont pas fiables non plus. Peut-être qu'il y a des labos qui sont plus fiables que d'autres, je ne sais pas vous dire, parce que moi je ne fais pas ça, je fais toujours les urines de 24 heures, ce qui me permet de doser l'iode, entre autres choses, aussi le sodium. Donc sodium, cofacteur fondamental pour les surrénales, iode, cofacteur fondamental pour la thyroïde, et ce sont des choses qu'on ne peut pas mesurer de manière efficace au niveau sanguin. L'iode, il y en a trop peu. Le sodium est très stable au niveau sanguin, donc il n'y a que dans l'urine qu'on voit si on commence à en manquer ou en avoir de trop. La stabilisation au niveau sanguin est trop puissante pour que ce soit utile en dosage sanguin. Donc de toute façon, il faut faire des urines de 24 heures. Bon voilà. Pour ceux qui les prescrivent à leurs patients, c'est un bon test. Le patient qui n'est pas foutu de collecter ses urines pendant 24 heures pour faire un test qu'on lui demande n'est pas un patient qui convient à la médecine fonctionnelle. Ils vont pas avoir la motivation suffisante. Alors vous voyez, ici on est proche de la route. Palou, non, Palou, non, Palou, non, Palou ici. Et il faut faire la police parce que, vite, Goliath il sait. Non, on descend, pas la grande route, vite, Palou. Voilà, ça c'est toujours le petit cirque. Quand Goliath nous emmène aussi haut. Palou ici, Palou. Désolé, mais pas question de mes chats et se faire. Palou, viens ici. Allez Goliath, viens, parce que là, je ne le vois plus, ça m'inquiète. Il fait fort calme, mais ça c'est pas une raison. Palou, viens. Vraiment, comme il nous suit tout le temps. Ryan, Palou, grand chien. Palou. Bon, il va arriver parce qu'il est très collant. Palou. Bon, je suis désolé, hurler comme ça dans la vidéo. Donc, urine de 24 heures, 17 hydroxystéroïdes. Et alors, je reviens à cette question idiote de départ. Tiens, je prends de la prégnénolone, mon taux ne remonte pas. Ben oui. Il faut voir les choses sous un angle dynamique. La prégnénolone est une molécule extraordinaire. C'est le précurseur de 3 énormes voies biochimiques vers la DHEA, la testostérone, vers, et un peu l'œstradiol, attention quand même, vers la progestérone, voie très puissante, et vers le cortisol, et donc ces métabolites urinaires, 17 hydroxystéroïdes sur urine de 24 heures. Et donc forcément, vous pouvez très bien prendre de la prégnénolone et vous voyez votre taux qui n'augmente pas. Pire que ça, vous voyez qu'il diminue. Par exemple, parce que le patient a traversé une période de stress. Je viens d'avoir un cas, gros stress. Et alors, le patient est un peu déçu que la prégnénolone que je lui donne n'apparaît pas. Je dis oui, mais regardez vos 17 hydroxystéroïdes urinaires qui avaient explosé, qui étaient quadruplés. Je dis, comment voulez-vous faire du cortisol dont vous voyez les métabolites urinaires ayant quadruplé à partir d'autre chose que la prégnénolone? Vous croyez que ça se crée comme ça, des novos, à partir de quoi? Un coup de baguette magique? Non, tout ça, ça m'inquiète un peu cette histoire de Palou. Tout ça, c'est à partir de la prégnénolone. Donc,
ce taux de pregnénolone doit être vu de manière dynamique. Et il faut réfléchir et il faut aller tester, par exemple, progestérone, DHEA et les métabolites du cortisol, comme je viens de vous l'expliquer. Alors là, vous comprenez ce qui se passe. Vous voyez si vous faites bien, vous voyez s'il faut augmenter le taux de pregnénolone, le dosage de pregnénolone plutôt pour satisfaire aux besoins. Et là, c'est l'autre grand message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Goliath, remets un peu. Allez. C'est agité encore aujourd'hui. C'est les prescriptions de pregnénolone. Je vois trop souvent quelque chose comme docteur, je prends 50 mg de pregnénolone, 50 mg de DHEA, ma DHEA remonte bien. Oui, tu parles. Moi, c'est très rare. Hein, quand je prescris 50 mg de DHEA, je peux vous dire, ça m'arrive, mais c'est rare. Surtout chez une femme, alors là, c'est très rare. Bon, le palou est revenu dans le parcours, j'étais stressé. Et donc, ça me paraît énorme pour la DHEA, mais il peut y avoir des cas où c'est justifié. Bon, bonjour les effets secondaires, hein, à tout prescripteur, sa responsabilité médicale. C'est aussi pour ça que ça doit être prescrit par un médecin, idéalement, qui s'y retrouve. Et 50 mg de pregnénolone. Voilà, on prescrit autant de pregnénolone que de DHEA. Ça, c'est un manque de maîtrise du sujet qui est quand même flagrant. Je dirais qu'il est un peu triste, un peu grave. Allez, franchement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas qui se trouvent très bien de 50 mg de pregnénolone. Alors c'est plus du 5 mg de DHEA que du 50, si c'est des cas aussi. Hein, bon, il y a souvent un facteur 5 ou 10 entre les deux. Et alors, la pregnénolone, il ne faut pas avoir peur de prescrire. Oui, bon, moi, je donne 100 mg assez facilement. Et il y a des cas où il faut donner 200 mg. Bon, en général, on ne commence pas par ça. Hein. On augmente quand on est déçu des résultats. Vous comprenez ? On commence prudemment et puis on augmente quand on a fait tous ces tests et qu'on voit que la pregnénolone ne remonte pas comme on voudrait qu'elle remonte. Parfois, elle remonte bien. Hein. Chaque cas est différent. Vous voyez, alors, il y a déjà toute cette ignorance au sujet de la pregnénolone, d'une part. Et puis alors, il y a cette espèce de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Hein. Ah oui, mais regardez, moi j'ai pris de la pregnénolone, et ça ne remonte pas. Vous voyez bien, docteur Mouton, que ça ne marche pas, votre pregnénolone. Ben oui. Vous savez, c'est pas la médecine fonctionnelle, c'est pas fait pour les abrutis. Hein. Je suis désolé de m'énerver comme ça, mais vous savez, ça va pas du tout aller comme ça. Hein. Je sais pas moi. Si vous fumez, il faut arrêter de fumer, et puis c'est tout. Hein. Voilà, le reste, c'est peut-être trop compliqué pour vous. Hein. Ok. Si vous buvez de l'alcool comme un trou, eh ben, il faut arrêter de boire. Ou alors, en tout cas, il faut boire moins. Et ce sera déjà très bien. Mais ne vous embarquez pas dans de la médecine fonctionnelle pour avoir des raisonnements au ras des pâquerettes, parce que ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Et c'est ça le problème de cette pregnénolone, c'est qu'il y a déjà une ignorance crasse de la communauté scientifique. Et puis alors, il y a ces attitudes basiques de patients. Ils en prennent, il faut que ça remonte. Et sinon, c'est que c'est pas juste. Il faut peut-être un peu attendre aussi. Hein. C'est un truc long terme, ça, la pregnénolone. Ça fait des miracles, mais à long terme. Bon, qu'est-ce que Goliath est allé faire là, chez les voisins? Goliath, non, on ne peut pas aller chez les voisins comme ça. Bien. Donc, ça, ce sont des choses importantes. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire avec les 3 minutes qui me restent? Moi, je préfère doser la pregnénolone. Je dose jamais le sulfate de pregnénolone. Je sais pas, c'est très français comme habitude. Bon, moi, je dose la pregnénolone. Je m'en trouve bien. C'est très fiable. C'est très logique par rapport à ce qu'on a fait ou pas fait. Donc, voilà, peut-être essayer d'avoir ce dosage-là.
plutôt que le sulfate. Pareil pour la prescription. Moi, je fais prescrire de la pregnénolone, pas du sulfate, ok. Mais bon, je ne dis pas que ça ne convient pas, mais en tout cas, moi, je ne le fais pas. Et je vous rappelle une dernière fois, je l'ai dit un million de fois, prescription médicale gérée par un médecin, ce sont des choses sérieuses, on touche à tout le système endocrinien, on chipote pas avec ça, ok. Et en plus, on travaille dans la légalité, on n'utilise pas des trucs illégaux, puisqu'en Europe, il faut une prescription. Voilà, je vous propose de vous y tenir. Maintenant, bon, si vous avez d'autres pistes et que vous êtes certain de la qualité de votre produit, ça c'est vos problèmes, hein, c'est à vos risques et périls. Enfin, moi, je ne recommande pas ça et moi, je ne fais pas ça. Mais bon, je pense que ça existe. Alors là, c'est un peu la roulette, hein, et puis si ça vient des États-Unis, c'est la roulette aussi, parce que ici les douanes s'en aperçoivent et la saisissent, basta, fini. C'est saisi, c'est détruit. Soyez déjà bien contents, il n'est pas une amende, ok. Voilà, alors n'hésitez quand même pas à poser vos questions sur cette pregnénolone en commentaire. Vous savez, bon, je m'énerve ici un peu à des questions que j'appelle idiotes, mais il n'y a pas de questions idiotes, parce que finalement, si vous êtes là en train d'essayer de comprendre et essayer de vous informer, je respecte, parfois je m'énerve un peu, mais je réponds quand même toujours, ok. Parfois je suis un peu... la réponse est un peu chaude, mais je réponds quand même, ok. Donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Je constate par rapport à d'autres chaînes YouTube qu'il y a beaucoup de commentaires sur ma chaîne, mais évidemment c'est probablement parce que j'y réponds, donc ça veut dire que ça attire évidemment d'autres questions, j'imagine, parce que si je ne répondais pas, pourquoi quelqu'un poserait une question s'il n'y a jamais de réponse. Et finalement, pour ceux qui vont aller revoir, et je vous incite à le faire, des vidéos que j'ai déjà postées sur tout ce problème des surrénales, de la pregnénolone, du cortisol, de l'hémoglobine glycosylée, tout ça est étroitement entremêlé. Lisez les commentaires. Alors, passez les commentaires sur Oxo et Goliath. Bon, il y en a, hein, mais bon, ça n'a pas besoin d'être lu, sauf affinité. Mais il y a des commentaires qui sont très constructifs et je fais parfois des réponses très élaborées qui vous apportent des précisions. Ok. Donc voilà, si le thème vous intéresse, prenez un peu de temps et allez lire le déroulé des commentaires. Il y a vraiment une mine d'informations dans ces commentaires. Ok. Bon voilà, écoutez, voilà des grands chiens qui arrivent. Vous voyez, c'est le dimanche, fin d'après-midi, tout le monde promène son cheptel. Moi, je promène mon petit Goliath, qui est en bonne forme, qui rajeunit avec l'âge, et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Goliath.